Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission numéro 22 de Bref de classe, où aujourd'hui on va faire une émission un petit peu spécifique. Après quelques émissions tournées vers les programmes des concours, on va parler aujourd'hui de méthode, de méthodologie aussi, de l'histoire pour les étudiants, mais aussi pourquoi pas pour les lycéens, avec trois intervenantes qui viennent de mettre en ligne un manuel numérique justement destiné à ça. Alors on a trouvé l'idée vraiment très intéressante et on a choisi aujourd'hui de faire une émission sur cela pour vous donner aussi l'envie d'aller voir ce manuel. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous tout d'abord, avant de commencer sur ce manuel, vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors Reine-Marie Bérard, moi je suis chargée de recherche au CNRS, je suis archéologue et historienne et je suis spécialisée sur les pratiques funéraires dans l'Antiquité, surtout grecque. Bonjour, Bénédicte Giraud, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise et je suis aussi responsable des masters MEF, c'est-à-dire les masters pour la formation des enseignants du second degré en histoire-géographie. Et moi, je suis Catherine Rido-Kikuchi, je suis maîtresse de conférence à l'UVSQ, donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Je travaille plus spécifiquement sur le début de l'imprimerie et j'enseigne en licence et en master à l'université. Merci. Donc, vous êtes à l'origine de ce projet qui est vraiment très, très novateur, hein, ce e-manuel qui est ouvert à tous, qui est en open access pour l'enseignement supérieur en histoire. Alors, peut-être pour commencer, ce qui serait intéressant là-dessus, alors on mettra bien sûr beaucoup d'informations et notamment les liens vers le manuel sur le site de aphg.fr, mais pourriez-vous commencer toutes les trois par nous présenter comment vous avez travaillé ensemble et d'abord peut-être comment est né le projet? Alors, le projet, il est né à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On a été interpellé par la directrice, plus précisément la directrice de la BU, qui nous a alerté sur le fait qu'il y avait vraiment une faiblesse de l'offre proposée aux étudiants en termes de livres numériques. Et il y avait au même moment, en 2018, le ministère avait lancé un appel à projet sur transformation pédagogique et numérique. Et on a saisi cette opportunité pour proposer ce qui devait être d'abord un portail d'édition de ressources et de cours numériques en histoire à destination des étudiants de licence. Et puis, on a remporté ce projet, ce financement. On a eu 70 000 € pour cela. Et on s'est associé aux éditions du Nouveau Monde. Et le projet s'est transformé vers un manuel numérique. Et à partir de là, il a fallu réfléchir à ce que l'on allait réellement proposer en termes de contenu. Pour que ce puisse être le plus intéressant possible pour les étudiants, quel que soit leur parcours en histoire. C'est pour ça qu'on a axé sur la méthodologie. On a fait une enquête d'abord pour savoir au sein des universités françaises en histoire quels étaient les incontournables. Et à partir de là, on a défini nos priorités et on a sollicité un certain nombre d'auteurs. Une partie à l'université de Versailles-Saint-Quentin, puisque c'est là qu'est né le projet, mais on a voulu aussi diversifier les profils en faisant appel à d'autres profils d'historiens, qui avaient d'autres positions institutionnelles et d'autres expériences d'enseignement. Oui, et puis du coup, ce projet a aussi bénéficié du soutien d'un financement participatif en fait pour voir le jour, donc en particulier un financement de Couperin, donc qui est le consortium unifié des établissements universitaires de recherche pour l'accès aux publications numériques. Donc, il nous a aussi beaucoup soutenus pour la réalisation de ce projet. Et effectivement, comme disait Bénédicte, on a essayé de proposer quelque chose qui soit aussi utile que possible pour les étudiants dans des universités différentes en fonction sachant que chaque université a son propre parcours, sa propre offre pédagogique. Et en fonction de ça, on a essayé de réunir un panel d'auteurs
en partie à l'UVSQ et en partie d'ailleurs, avec comme un certain nombre de prérequis, on va dire, à savoir qu'en particulier, on tenait à ce que ce soit paritaire, qu'il y ait une égalité entre les auteurs et les autrices. On a aussi essayé de rassembler des auteurs qui soient de profils différents, donc parfois des gens qui sont à l'université, parfois des gens qui sont au CNRS, donc qui ont aussi des positions institutionnelles différentes et puis des âges différents. On a à la fois des personnes très installées, très reconnues dans le champ universitaire et des jeunes chercheurs soit qui viennent d'avoir leur poste, soit qui n'ont pas encore de poste fixe. Et il faut dire que les auteurs qu'on a contactés ont tous réagi avec énormément d'enthousiasme, ce qui là aussi a fait plaisir et qui a permis de vraiment bien travailler avec eux, en particulier parce qu'ils ont été assez séduits à la fois par le projet pédagogique, mais aussi par l'aspect ouvert du manuel que vous soulignez tout à l'heure en introduction. Oui, justement, hein, c'est vrai que moi, le premier, en travaillant un petit peu dans ce milieu-là, on est tout de suite frappé par cette idée d'open access qui n'est pas encore, on va dire, véritablement totalement rentrée dans les mœurs. Alors, il y a bien sûr le site HAL qui permet d'avoir des articles en ligne, mais ce qui est très intéressant dans votre projet aussi, c'est l'idée de départ de faire quelque chose autour de la pédagogie, c'est-à-dire quelque chose qui, souvent, d'après ce que disent les étudiants, peut faire défaut au niveau universitaire, surtout dans les premières années d'études en licence où on passe du lycée où l'enseignant a une pratique pédagogique où l'université elle est différente. Alors justement, est-ce que maintenant, mesdames, vous pourriez me présenter peut-être plus en détail votre véritable projet pédagogique autour de ce manuel, peut-être en commençant d'ailleurs par qu'est-ce qu'on retrouve dans les grands thèmes du livre, dans les grands chapitres? Oui, alors peut-être l'idée vraiment de ce manuel, c'était de proposer non pas un manuel factuel, non pas un bloc de connaissances à avaler et digérer par l'étudiant et à apprendre par cœur, mais vraiment plutôt d'essayer de présenter l'histoire comme une discipline, comme une opération de connaissances scientifiques, et du coup de donner aux étudiants accès à un ensemble de méthodes et à un ensemble d'outils, de concepts, de débats qui permettent de comprendre comment travaille l'historien et comment travaille l'historien du supérieur par rapport à l'histoire scolaire qu'il a pratiquée jusque-là. Donc c'est un apprentissage des méthodes qui va passer notamment par un gros travail sur l'analyse des sources qu'on propose dans ce manuel, avec des textes et des documents à analyser dans les exercices. Et puis, il y a aussi un gros travail qui va être de la lecture de travaux d'historiens, de références, qu'on propose aux étudiants avec des exercices de synthèse de lecture d'articles scientifiques dans le supérieur. Pour ce qui concerne vraiment les contenus, on a essayé de proposer une approche très large de l'histoire, une approche décloisonnée. Alors, c'est vrai que la deuxième partie du manuel, elle présente les grandes parties, les grandes périodes historiques traditionnelles, et elle les questionne, hein, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. On a repris ce découpage qui est encore aujourd'hui pertinent à l'université et on le questionne, on le met en question. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer une histoire mondiale comme approche globale, une approche globale de toutes ces périodes et de tous ces thèmes. Et puis, globalement, donc on va avoir 4 parties. Hein. La première qui est consacrée aux différents types de sources de l'histoire. Donc évidemment, on ne se limite pas du tout au texte seulement, hein, mais on va proposer une approche très large qui va des vestiges archéologiques, aux textes, aux images, aux sources du web. La seconde partie, on vous l'a déjà dit là tout à l'heure, c'est celle qui présente les 4 grandes périodes historiques et qui en questionne la pertinence en convoquant notamment l'histoire extra-européenne, le Moyen-Âge africain, l'Asie moderne, etc. et se demander si ces grandes périodes, elles ont un sens en dehors de l'Europe. Dans la troisième partie, on parle des outils de la fabrique de l'histoire, par exemple la cartographie, l'historiographie, le rapport aux sciences sociales. Et puis, dans la dernière partie, on a dû choisir, évidemment sans exhaustivité, mais un certain nombre de grands débats contemporains de la recherche historique d'aujourd'hui et essayer de les présenter aux étudiants. Donc, par exemple, les rapports entre histoire et genre, entre histoire et patrimoine, histoire de l'environnement aussi, ou encore la place de l'historien et de l'histoire dans l'espace public. Alors pédagogiquement, on a aussi ce qui a été un exercice très intéressant pour nous et qui nourrit cette visée méthodologique, c'est que la plupart des ressources que nous proposons sont accompagnées de
questions, d'exercices. C'est-à-dire que pour guider l'étudiant dans l'exploitation des ressources, il y a des exercices qui parce que c'est numérique et parce que ça permet d'être après envoyé au professeur pour être corrigé ou de s'entraîner personnellement. Et puis, il y a aussi méthodologiquement des conseils très concrets qui sont donnés. Alors, ça peut aller dans le chapitre, par exemple, sur qualitatif et quantitatif, comment construire une base de données. Ça peut aussi être comment analyser, les différents types de sources, analyser une image, analyser un texte ancien. Il y a des encadrés sur la paléographie. Il y a un certain nombre comme ça d'exercices méthodologiques très concrets. Oui, ces exercices, ils nous ont semblé vraiment très importants en fait, parce que c'est ce qui permet au maximum. Le but en fait de tout ça était de permettre aux étudiants d'avoir une approche active de l'histoire, comme Reine-Marie le disait tout à l'heure, de pas simplement ingurgiter des connaissances, mais vraiment de comprendre comment est-ce que l'histoire se fait, comment est-ce que on passe des sources, et donc quelles sont ces sources, comment est-ce qu'on passe de ces sources à un questionnement historien avec des concepts, comment on manipule ces concepts. Et donc, ces exercices sont là pour ça. Pour donner quelques exemples, on a des exercices. Donc, alors, Bénédicte parlait de la paléographie. On a également des exercices qui permettent d'initier les étudiants aux analyses d'images, aux analyses de sources primaires. Et ensuite, on a des exercices qui permettent aux étudiants de lire des articles importants. Par exemple, je pense à un exercice qui permet de lire des articles sur les révoltes frumentaires dans l'Ancien Régime et d'essayer de questionner la portée politique en fait de ces révoltes dans l'Ancien Régime. Donc tout ça en fait essaye d'articuler et de conduire les étudiants à une approche vraiment réflexive, vraiment active dans l'apprentissage de l'histoire, qui n'est pas juste un stock de connaissances, mais qui est vraiment une méthode critique d'analyse des sources et de réflexion conceptuelle. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, justement, bien sûr, au-delà de la méthode aussi, c'est votre approche au niveau de la façon de faire de l'histoire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette idée de faire quelque chose de très décloisonné, qui ne se centre pas, comme on a peut-être tendance à le faire, sur une tradition occidentale, mais qui va faire un pas de côté pour aller voir ailleurs. Alors, peut-être pourriez-vous présenter ce choix, qui est un choix aussi très en rapport avec l'historiographie actuelle. Oui, alors effectivement, dans le manuel, on a des parties assez développées, assez longues sur l'histoire globale, l'histoire connectée. On a des encadrés historiographiques qui présentent ces différentes approches. Il nous a semblé effectivement dans la conception même du manuel et dans la conception de la table de matière qu'il était vraiment important de proposer quelque chose qui ne soit pas centré sur la France ni même sur l'Europe, mais qui essaye de prendre en compte les renouvellements historiographiques de ces dernières années pour essayer de comprendre la France et l'Europe en lien avec les autres parties du monde, et puis qui questionne aussi nos pratiques d'historiens européens et d'historiennes européennes à la lumière de l'histoire des ères extra-occidentales. Donc ça, effectivement, Reine-Marie parlait tout à l'heure du Moyen-Âge africain, qui est un champ en plein renouvellement là, depuis ces dernières années, qui a été mis en lumière notamment par l'arrivée au Collège de France de François-Xavier Fauvel. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qui nous semble important à présenter aux étudiants, alors même que parfois, c'est vrai, les cursus universitaires sont plus pauvres de ce point de vue-là. À l'UVSQ, par exemple, on n'a pas d'enseignement en histoire médiévale, notamment, qui présente les ères extra-occidentales, et pour autant, ça nous semblait important de donner un aperçu aux étudiants à travers ce manuel. Moi, ce qui me paraît important aussi, c'est que c'est évidemment une approche qui témoigne des renouvellements récents de la recherche. L'histoire globale, l'histoire connectée, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès ces dernières années. Mais c'est pas seulement un effet de mode de proposer une approche comme ça, extra-européenne, très large. C'est vraiment quelque chose qui permet de renouveler le regard, y compris sur l'histoire européenne, sur l'histoire française, etc. Et voilà, ça permet de questionner les périodisations, ça permet de questionner notre travail d'historien. Et ça invite aussi à prendre en compte des sources qui, pendant longtemps, ont été laissées de côté. Ça remet en cause, par exemple, la prééminence des textes. Ça invite, je prêche pour ma paroisse, à aller regarder les vestiges archéologiques. Ça invite à se poser d'autres questions pour essayer d'avoir
pour reprendre l'expression très en vogue de Romain Bertrand, une histoire à parts égales. Aller voir des deux côtés de l'histoire, ne pas avoir que la vision des vainqueurs, avoir aussi au maximum la vision des vaincus, et du coup pouvoir se pencher sur toute une catégorie de personnes, de minorités, qui sont souvent un peu des oubliés de l'histoire traditionnelle. Alors, effectivement, cette méthode-là de travail, comme vous l'avez rappelé, avec notamment tous les travaux récents de Romain Bertrand, mais aussi de Pierre Singaravellou, par exemple, vous avez rappelé aussi les travaux de François-Xavier Fauvel sur l'Afrique, nous invite véritablement à voir le monde, j'allais dire, les travaux aussi universitaires autrement. Alors justement, j'aurais aimé maintenant, mesdames, que vous nous disiez comment, dans votre manuel, vous qui l'avez dirigé, vous avez fait le choix de certaines sources, comment vous avez aussi essayé d'inscrire vos travaux dans les débats contemporains. Alors, en ce qui concerne le choix des sources, chaque auteur, évidemment, et chaque autrice a choisi les sources qu'il a présentées dans son chapitre, mais on a essayé de faire la part entre des documents qui sont des classiques, je dirais, de l'apprentissage de l'histoire. Alors, par exemple, dans le chapitre que j'ai écrit d'histoire médiévale, on a un extrait des grandes chroniques de France. Voilà, donc ça, c'est des documents assez classiques. On a les fresques du bon et du mauvais gouvernement de Sienne. Donc, pour essayer de présenter ces sources classiques, mais pour essayer aussi de montrer en quoi est-ce qu'elles peuvent servir au renouvellement historiographique et comment est-ce qu'elles peuvent être approchées aujourd'hui par les historiens et les historiennes. Nous avons également choisi de présenter des documents qui sont moins fréquents, moins souvent présentés dans les manuels, parce qu'il nous semblait que ces sources permettaient de faire travailler des points précis aux étudiants. Là, toujours, je prends l'exemple de mon chapitre, qui est l'exemple que je connais le mieux, mais dans mon chapitre, donc, le document qui sert d'initiation à la paléographie, en fait, c'est un document qui a été édité par Xavier Hélary, qui est le cartulaire de la seigneurie de Nesle, qui n'est pas un document très connu en soi, mais qui est extrêmement emblématique de tout ce qui concerne les pratiques de l'écrit à la fin du Moyen-Âge, l'utilisation de l'écrit pour une gestion quotidienne d'une seigneurie, et qui permet en outre, grâce à ce travail d'édition de Xavier Hélary, de permettre aux étudiants d'avoir une première approche de l'écriture médiévale et de s'entraîner en fait à lire l'écriture médiévale. Pour le choix des thèmes, des grands débats notamment, ça a été peut-être plus difficile encore que pour les sources, où on pouvait viser, pour les catégories de sources, disons, un certain souci d'exhaustivité. Évidemment, ce n'est pas le cas pour les grands débats contemporains. On a essayé de faire des choix en fonction de ce qui nous paraissait pertinent, ce qui nous paraissait important, ce qui semblait aussi être vraiment en train de se renouveler, d'apporter des choses, comme justement l'histoire de l'environnement, qui nous paraît un sujet vraiment, vraiment central. Ce qui est l'intérêt de ce manuel numérique aussi, en fait, c'est que beaucoup des thèmes qu'on n'a pas pu aborder directement, auxquels on n'a pas pu consacrer un chapitre entier, on peut y ouvrir par le biais des enrichissements, des liens hypertextes, des lectures complémentaires, etc. Donc ça, c'est une vraie richesse et qui nous a permis justement de ne pas proposer un manuel qui est clos sur lui-même, mais quelque chose qui est ouvert et donc qui, en dehors des thèmes auxquels on a consacré un chapitre, permet d'aller plus loin. Oui, alors ce que dit Reine-Marie, effectivement, me semble très important. On ne vise et on ne prétend aucunement à l'exhaustivité dans les chapitres qu'on a présentés dans la table des matières. En particulier, on n'a pas de chapitre d'histoire religieuse à proprement parler. Pour autant, il y a de l'histoire religieuse un peu partout dans le manuel. Et donc ça, c'est un des apports effectivement de l'aspect numérique du manuel, c'est qu'on peut essayer de picorer l'intérieur du manuel, les différents éléments qui concernent l'histoire religieuse, on peut essayer d'approfondir les choses. Donc ça concerne les aspects plutôt numériques sur lesquels peut-être on reviendra tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est vrai que cette idée de manuel numérique, pour nous historiens, souvent, on n'est pas encore tout à fait habitué, c'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Il y a quand même une vraie culture du papier là-dessus. Alors là, vous avez fait un choix qui n'est pas celui habituel de dire tiens, on peut peut-être décliner un ouvrage avec une version numérique ou téléchargeable en PDF. Là, c'est pas du tout ce choix-là. Alors j'aimerais maintenant que vous nous expliquiez justement pourquoi ce choix du numérique et ce choix du numérique assumé.
Oui, alors le but du manuel numérique, en fait, c'était de proposer un manuel qui, comme le disait Reine-Marie tout à l'heure, n'est pas clos sur lui-même. Le but était de proposer un texte, alors les textes, disons, dans la version papier ont un aspect relativement classique, mais dans la version numérique, ils sont enrichis par toute une série de choses, et le premier, le plus immédiat, on va dire, ce sont les liens hypertextes. Le manuel est traversé, parsemé de liens hypertextes qui permettent de renvoyer le lecteur ou la lectrice vers d'autres médias, vers d'autres textes, d'autres articles, parfois même d'autres manuels plus factuels. Et donc ça permet vraiment aussi, même méthodologiquement ou conceptuellement, de montrer que l'histoire, c'est pas quelque chose de figé, que c'est quelque chose avec des ramifications que l'on peut explorer au fur et à mesure des envies ou des intérêts. Donc ça aussi, ça nous semblait important. Et puis le numérique permet du coup de renvoyer à ces documents qui montrent la fabrication de l'histoire, qui permettent d'incarner la fabrication de l'histoire, en particulier à travers des vidéos, à travers des podcasts, qui donnent la parole à des historiens et des historiennes et qui ouvrent aussi d'autres horizons aux étudiants qui pourraient les consulter. Le choix du numérique, il a aussi permis de proposer, donc, en plus des liens hypertextes, les exercices dont on a parlé tout à l'heure, qui vont permettre aux enseignants et aux étudiants de communiquer et de travailler, d'avoir une classe virtuelle pour travailler sur ces exercices. Ça nous a permis aussi de proposer, justement, par rapport à votre précédente question, des parcours alternatifs. Par exemple, sur la question des religions, eh bien, on a proposé tout un ensemble de parcours numériques de lecture sur certains grands thèmes, par exemple le thème religion, par exemple le thème histoire économique, et dans ces parcours numériques, on va faire des renvois à des sections du manuel pour pouvoir suivre d'autres thèmes que ceux des chapitres principaux. Donc ça permet en fait aussi, le numérique, de proposer d'autres parcours de lecture du manuel en fonction des intérêts de chacun et en quelque sorte aussi, oui, d'augmenter les possibilités de lecture en fonction des intérêts, en fonction des niveaux des étudiants ou des publics intéressés également. Et puis le numérique, ça nous a aussi permis de proposer des images interactives. Des images interactives, alors que ce soit des cartes ou des images interactives sur des tableaux ou des documents d'archives, ça permet de façon plus dynamique de présenter l'exploitation de ces sources particulières. Alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé dans tout votre travail sur cette mise en perspective, justement, de ce que vous avez prévu, c'est vraiment des modalités très pratiques qui peuvent rendre service directement, vu que c'est du numérique, pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants, avec notamment le fait que ce soit en licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'on peut utiliser librement tout ce qui est dedans, mais il n'y a pas que ça, vous avez prévu d'autres choses, donc on est véritablement dans, là, pas simplement un manuel, mais une nouvelle façon de travailler. Oui, le but, effectivement, c'est de proposer quelque chose qui, encore une fois, ne présente pas un discours figé. Donc, la version numérique, comme vous l'avez dit, est en licence Creative Commons. On peut évidemment avoir la version papier entre les mains et travailler avec comme on travaillerait avec un livre, un manuel classique. Mais on propose également un espace numérique de travail où on peut avoir des groupes classes qui puissent travailler sur le manuel, qui puissent rendre les travaux pour les exercices, qui puissent proposer des documents complémentaires. C'est-à-dire que là encore, toujours dans l'idée que le manuel n'est pas clos sur lui-même, l'espace numérique de travail permet aux étudiants comme aux enseignants de proposer d'autres documents à travailler avec la classe. Et puis, pour chaque utilisateur, le manuel est évidemment annotable, surlignable, ce genre de choses. Donc, on propose effectivement un espace numérique de travail, un espace de travail collectif pour les enseignants et pour les étudiants. Alors, c'est vrai, quand on entend ça, on a vraiment une idée d'une nouvelle façon de travailler. Alors, j'allais dire concrètement, quand on est en cours, que ce soit peut-être, on va y revenir dans les dernières questions dans le secondaire, mais on va peut-être se centrer sur le supérieur pour l'instant. Quelle est l'utilisation? Comment on peut faire ça quand on est en cours, que ce soit en TD, que ce soit peut-être même en cours magistral? Comment vous avez conçu cela? J'ai commencé en fait à utiliser le chapitre d'histoire médiévale l'année dernière avec mes étudiants
avec beaucoup de succès, hein, je dois dire, et ils se sont prêtés au jeu avec beaucoup de facilité. Je l'ai utilisé de deux manières. La première manière, c'est en cours magistral, effectivement, en utilisant les documents complémentaires et en particulier les documents interactifs qui permettent, de façon beaucoup plus dynamique, hein, comme disait Bénédicte, de présenter certains documents, de présenter des cartes, de présenter des sources et de les afficher et d'avoir vraiment une interaction avec les étudiants au sujet de ces documents. La manière de les présenter de façon interactive induit souvent plus de discussions, plus de questions de la part des étudiants que si on leur avait juste distribué un polycopier. C'est vrai que ça entraîne davantage de réactions. La deuxième manière, c'est de travailler à partir des exercices, en particulier en utilisant les exercices soit pour préparer en amont des séances, pour leur faire lire une source et les faire réfléchir à partir des questions proposées dans l'exercice sur ces sources, ou en approfondissement, en leur demandant d'aller regarder telle ou telle partie du manuel avec les liens hypertextes, d'aller lire tel ou tel article qui est cité dans le manuel et d'en faire une synthèse. Là aussi, beaucoup des exercices proposent de faire une synthèse de certains débats historiographiques. Donc voilà, c'est pour l'instant principalement les utilisations que j'ai eues l'année dernière avec les étudiants. Oui, alors pour compléter, en TD, pour ma part, puisque l'on est en demi-effectif pour l'instant avec les étudiants, c'est vrai que j'utilise aussi, comme Catherine, dans une forme de pédagogie inversée, c'est-à-dire que je prends comme point de départ l'e-manuel avec un travail de préparation de la part des étudiants. Il y a le texte principal qui permet de donner des grands repères et après des exercices. Par exemple, moi j'utilise beaucoup les exercices qu'on a appelés rendre compte d'un débat scientifique. Et donc dans ces exercices sur différentes thématiques, il y a un groupe dire comme un dossier avec des articles, des podcasts, des liens vidéo. Les étudiants prennent connaissance de ces ressources. Ils en font la synthèse et ce qui permet en TD, comme on est en petit groupe, d'échanger et en fait de pouvoir mesurer l'appropriation qu'ils ont eue de ces ressources et d'engager réellement des débats et de rendre des étudiants beaucoup plus actifs en cours. Et puis peut-être aussi, dernier point, alors là du coup, qui est pas forcément dirigé par les enseignants ou les enseignantes, mais qui permet l'appropriation et le travail des étudiants. On a pensé un certain nombre de parcours qui permettent une mise en activité autonome, on va dire, des étudiants à partir de ce manuel. On a évoqué tout à l'heure les parcours thématiques. Donc là, en fonction des intérêts de chacun, des intérêts des étudiants, on a proposé un certain nombre de thèmes qui traversent l'intégralité du manuel. Et puis, on a proposé également un questionnaire d'auto-évaluation qui permet une lecture guidée du manuel en fonction du niveau des étudiants, donc avec un certain nombre de questions, par exemple, sur les périodisations, sur les concepts historiques, sur les sources utilisées et qui renvoient à chaque fois à certaines parties du manuel. Ça permet pour les étudiants et ensuite évidemment pour les enseignants d'essayer de guider la lecture si on est en terminale et qu'on a envie de s'intéresser un petit peu à ce que sont les études d'histoire ou si on est au contraire à la fin de la licence et qu'on s'intéresse déjà au master et au travail de recherche. Ça permet d'avoir un peu un gradient sur la lecture du manuel. Alors, vous nous avez parlé de classe inversée, vous nous avez parlé d'auto-évaluation, peut-être des mots qui sonnent un petit peu de façon peut-être nouvelle pour l'université. Moi, ça me fait de suite penser à votre méthode de travail, à quelque chose qui est applicable pour le secondaire. Alors, vous y avez pensé, comment peut-être que ce soit des professeurs de lycée, que ce soit des élèves de lycée, de spécialité d'ailleurs ou pas, comment est-ce qu'on peut s'approprier ce manuel ? Alors, il y a plusieurs niveaux d'appropriation. Première chose, je pense que pour les enseignants du secondaire, le manuel, c'est une ressource pour enrichir les cours et pour
procéder à une actualisation de la recherche. Je pense par exemple au chapitre qui est consacré à l'histoire de l'environnement. L'histoire de l'environnement fait partie des programmes du secondaire, même si c'est de façon très transversale, mais ça a été intégré dans les derniers programmes. Et dans ce chapitre, vous avez un certain nombre de ressources, de pistes et d'exercices qui sont absolument applicables en lycée pour, par exemple, étudier la colonisation à partir d'une entrée sur les effets environnementaux. Donc, d'abord, c'est une ressource pour les enseignants. Ensuite, il y a plusieurs niveaux d'exercice, il y a plusieurs les chapitres eux-mêmes sont plus il y a des chapitres plus accessibles que d'autres, mais il y a un certain nombre de modules qui sont exploitables directement par les élèves pour approfondir certaines questions. Il y a aussi quelque chose qui a été pensé pour les étudiants de première année, mais en fait aussi pour les élèves de lycée éventuellement, c'est qu'il y a plusieurs chapitres qui ont prévu un module sur les formations en histoire dans le supérieur. Quel est le parcours pour faire de l'histoire, et puis en fait aussi les débouchés, ce qui est très important aujourd'hui, où c'est pas toujours facile de trouver un travail, et donc une réflexion sur à quoi on peut se former en histoire, quels sont les métiers sur lesquels on peut déboucher ensuite, et avec des variations sur les différents types de métiers qui peuvent être liés, c'est-à-dire les métiers du patrimoine, les métiers de l'archéologie, la médiation culturelle, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui peuvent intéresser des élèves de lycée pour réfléchir à leur orientation dans le supérieur. Effectivement, aujourd'hui, dans le cadre d'un parcours compliqué, j'allais dire, vous l'avez employé le mot avec Parcoursup, vous avez pensé à cette idée-là, justement, de définir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que souvent, c'est des questionnements d'élèves pour savoir, j'aime bien l'histoire, mais je ne sais pas ce que je veux faire après. Et je trouve là-dessus que votre manuel est intéressant, tout comme il est intéressant, vous l'avez dit, parce qu'on peut y retrouver des ressources qui permettent aux enseignants d'aller plus loin dans leurs cours de lycée, voire même, pourquoi pas, même de collège, pour se mettre à niveau. Mais par contre, c'est vrai, vous l'avez dit, au niveau des élèves, c'est plutôt du niveau, bien sûr, lycée, voire plutôt en lycée des élèves qui seraient en spécialité, mais ça permet de répondre et de développer un certain questionnement là-dessus. Alors, j'aurais peut-être une dernière question à vous poser à toutes les trois. Vous avez dit, c'est un manuel qui est interactif, c'est un manuel qui est évolutif. Qu'est-ce que maintenant vous pensez faire autour de ce manuel? Vous pensez continuer à le développer, ou est-ce qu'il y aura une autre version? Comment ça va se passer? Alors c'est une question qui est intéressante, qu'on n'avait pas encore abordée, parce que ça fait 2 ans qu'on est dessus, il faut d'abord le finir. Mais c'est effectivement quelque chose qui pourrait être envisagé, de proposer des nouveaux élargissements, de proposer des mises à jour des liens, parce qu'évidemment, le problème aussi tout de même, c'est de vérifier la pérennité de ces liens, et de vérifier que les ressources qu'on donne sont toujours accessibles, même s'il y a eu un vrai effort de choisir des liens qui sont des liens pérennes en général. L'objectif aussi, c'était de lancer une collection. Alors, c'est pas forcément nous qui continuerons ce travail, mais de faire une série de manuels de ce genre-là, pas seulement en histoire-géographie, mais d'autres manuels numériques. Donc, un des prolongements, ça pourrait être aussi éventuellement d'accompagner d'autres auteurs dans la réalisation de manuels de ce type pour d'autres matières et périodes. Bien, mesdames, je vous remercie pour cette présentation vraiment très intéressante, qui, je le rappelle, et vous l'avez bien dit, intéressera toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, que ce soit des enseignants pour aller approfondir leurs cours, des élèves qui voudraient savoir comment on peut devenir historien, des étudiants qui voudraient faire des points méthodologiques et historiographiques. On rappelle pour tout le monde que vous avez fourni les liens vers votre manuel qui seront disponibles sur le site aphg.fr. Donc, on incite tout le monde véritablement à aller voir ce manuel qui est gratuit, qui est en open access. Donc, le but, c'est de diffuser au plus grand nombre la méthode historique et les connaissances des nouvelles, j'allais dire. Donc, voilà, pour ce travail, je tiens à vous remercier, mesdames. Merci d'être venues à notre micro dans Bref de classe, et j'espère vous voir bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.